Donc je suis Caroline Frontal, je suis chargée de recherche au CNRS. Je travaille au centre de recherche cerveau et cognition à Toulouse, qui est un laboratoire donc CNRS et Université de Toulouse. Je suis biologiste et je me suis intéressée à la phosphatase alcaline en l'ayant déjà utilisée pour faire un marquage des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Donc c'est un excellent marqueur des cellules endothéliales dans le cerveau, mais il s'est révélé qu'il y avait aussi des marquages très intéressants au niveau des cellules nerveuses, dans certaines aires du cerveau qui sont principalement des aires sensorielles, c'est-à-dire qui traitent l'information qui vient de l'extérieur, les sons, les signaux visuels par exemple, ou le toucher, et également dans des aires très frontales qui sont des aires dites cognitives, d'intégration de l'ensemble des signaux et qui jouent donc un rôle dans l'apprentissage, le comportement, l'attention. Et des études, ce sont donc des études d'anatomie au niveau structural et ultrastructural qui ont donc montré la présence d'activité de phosphatase alcaline au niveau des membranes des neurones et de façon très intéressante dans les synapses, c'est-à-dire dans les petites jonctions qui permettent la communication entre deux cellules nerveuses. Et on a montré que la présence de cette activité de phosphatase alcaline était dépendante de l'activité qu'il y avait dans le réseau neuronal au niveau des synapses qui étaient marquées. Ça, c'est un premier point. Et des études qui ont été menées en collaboration avec Étienne Mornay dans le laboratoire CCEP ont permis d'identifier dans le cerveau du singe, mais également dans le cerveau humain, que cette phosphatase alcaline était la forme osseuse de la phosphatase alcaline tissu non spécifique. C'est-à-dire qu'il y aurait une enzyme dont le rôle est partiellement connu dans le tissu osseux, qui jouerait également un rôle dans le tissu neuronal et en particulier dans certaines aires corticales. Et ce qui n'est pas a fortiori surprenant, puisque les formes sévères d'hypophosphatasie sont associées à des désordres neurologiques, comme des crises d'épilepsie par exemple. Donc ça a été très bien décrit dans les formes sévères. Et si peut-être on implémentait le questionnaire des patients qui ont des formes plus légères d'hypophosphatasie, on pourrait peut-être révéler des désordres qui sont d'ordre neurologique, comme par exemple lors de ce congrès, ce congrès m'a permis d'ailleurs de rencontrer des adultes qui étaient atteints d'hypophosphatasie, la forme adulte, et qui ont des désordres d'ordre neurologique. Donc c'est quand même particulièrement intéressant et ça permet de conforter l'hypothèse que dans le tissu, la phosphatase alcaline osseuse jouerait un rôle assez important. Alors évidemment, il y a des tas d'expérimentations à faire, et c'est ce qu'on fait au laboratoire en utilisant un modèle qui est quand même plus accessible d'accès, c'est-à-dire la souris chez laquelle on a invalidé le gène de la phosphatase alcaline, c'est-à-dire que ce gène ne fonctionne plus du tout. Donc on a reproduit le modèle de la forme très sévère de l'hypophosphatasie. Cette souris nous a été gentiment donnée par le professeur Milan à Burnham Institute aux États-Unis, et donc on regarde, nous, non pas au niveau des os, mais au niveau du système nerveux, le cerveau et la moelle épinière, ce qui se passe. On essaie de voir la présence des neurotransmetteurs, on regarde l'état de l'amylisation chez ces souris à différents âges au cours du développement, et on procède également à des études comportementales chez les souris sauvages, les souris hétérozygotes, qui nous ont permis d'ailleurs de révéler certaines différences comportementales qui n'apparaissent pas comme ça chez la souris lorsqu'on la voit se promener dans sa cage, mais sur des tests bien précis qui peuvent montrer des signes d'hyperactivité dans certains comportements et au contraire des signes de dépression qui correspondent à la dépression dans certains autres comportements, ce qui nous guide sur éventuellement des défauts dans la synthèse de certains neurotransmetteurs comme par exemple la sérotonine. Nous avons également des études comparées sur des cerveaux humains, sur des aires dites plus cognitives, des cerveaux humains dits contrôle et des cerveaux de patients atteints de certaines neuropathologies, en particulier liées au vieillissement cérébral.